Nous avons vu combien il était simple de se déplacer au Japon. Aller en Corée du Sud l'est tout autant. Depuis Hakata, il faut 3 heures pour relier la côte sud-coréenne avec ses bateaux de type hydrofoil. Nous débarquons à Busan avec un soleil qui joue à cache-cache. Busan est la 2e métropole de Corée du Sud et le port principal du pays. La ville compte 3 700 000 habitants. La ville est construite sur une succession de collines. Notre hôtel est perché sur l'une d'elles. En contrebas de notre lieu de villégiature, Gugje est un quartier très commerçant, dont le marché, ouvert 24 heures sur 24, ou presque, offre tous les produits que l'on peut désirer. À peu de distance au nord-ouest, sur une autre colline, Gamcheon. Le village culturel de Gamcheon est connu pour ses rues escarpées, ses ruelles sinueuses et ses maisons aux couleurs vives. Elles ont été restaurées et améliorées ces dernières années pour attirer les visiteurs. Le marché de Jagalchi est situé sur le port. C'est un lieu idéal pour un bon repas de poisson. Il faut bien avouer que c'était une de nos motivations quand nous avons choisi de séjourner à nouveau à Busan. La présence ici d'un marché aux poissons est donc tout à fait logique. Le marché de Jagalchi est le principal marché aux poissons de Corée du Sud. Le marché de Jagalchi est à la Corée du Sud ce que le marché de Tsukiji est au Japon. Ce marché est immense. Il comprend 2 parties. L'une est couverte et les étals y sont d'une propreté remarquable. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est un marché de poissons sans odeur. L'autre, en plein air, est également très propre, mais moins structuré. On y trouve une immense variété de produits. 얼마인데요? Nous découvrons cette année cette nouvelle enseigne, spécialisée dans les produits dérivés du poisson. Elle s'est développée en Corée récemment pour proposer toute une gamme de fish cakes. Curieux de voir la côte sud-coréenne proche, qui est particulièrement accidentée, nous nous rendons au pied de cette zone urbaine récente
au Skywalk. Le Skywalk est situé sur une pointe rocheuse. Comme toujours dans ce pays, le site est très bien aménagé. Et comme pour la nourriture locale, une pointe de piment y a été ajoutée afin d'agrémenter la visite avec un zeste de frayeur. Toujours en quête de points de vue sur la côte, nous nous rendons au parc de Taejongdae où là, également, tout est parfaitement organisé. Seul le soleil refuse d'être au rendez-vous. Plus à l'ouest, l'île de Tongyeong nous accueille pour la journée. Nous commençons par un repas sur l'un des ports de l'île. Puis, direction le sommet qui domine pour voir le plus loin possible. Tout est fait, ici aussi, pour impressionner les visiteurs. La géographie côtière est intéressante. Après le téléphérique, le sommet qui culmine à 461 mètres est très facilement accessible. On prend ici conscience de la structure montagneuse du pays, où le moindre espace est utilisé. Nous quittons définitivement la région de Busan pour celle de Suncheon, située plus à l'ouest, en bordure d'une baie. Parc d'attractions pour les visites dominicales, c'est aussi, avec cette zone couverte de roseaux, la plus grande réserve écologique de Corée. Dans les années 90, les amateurs de nature se sont battus pour sa conservation et on en fait une zone protégée. Nous étions vraiment, pour notre premier soir à Suncheon, les seuls Européens dans cet établissement, et le repas était vraiment pimenté. Au nord de Suncheon, le parc national du Jirisan est le premier parc naturel du pays. Montagneux et boisé, il abrite plusieurs temples, dont le Hwaeomsa. Ce temple bouddhiste, dit de la guirlande florale, Hwaeom, est l'un des fleurons de l'école représentant le bouddhisme traditionnel coréen.
pas l'air... J'ai l'air d'une vieillarde. Posé à 250 mètres d'altitude, le temple Waeomsa est un lieu enchanté pour ceux qui recherchent le calme et la sérénité. Waeomsa est un temple bouddhiste majeur fondé en 544 par un moine d'origine indienne. Il fut agrandi vers 670 et achevé au IXe siècle. Il fut presque entièrement détruit en 1593 par les soldats japonais. Sa restauration finale fut achevée en 1701 et le roi Sukjong en fit un temple majeur, à une époque où les deux écoles bouddhistes se disputaient la prééminence. Nagan est situé à l'est de la province, près de la baie de Suncheon. Ce petit village est l'exemple même d'une ville fortifiée coréenne. Les registres de la dynastie Joseon mentionnent qu'il y avait plus de 330 de ces villes fortifiées autour de la péninsule coréenne. Pendant l'occupation japonaise, beaucoup d'entre elles ont été détruites ou démantelées. Nagan est resté presque intact. Le site du village est en fait habité depuis le début du premier millénaire. Les 231 maisons de Nagan sont toujours dans leur état d'origine, avec des toits de chaume, des pierres sans mortier, aucune plomberie et des espaces de vie qui seraient considérés comme un peu à l'étroit selon les normes occidentales d'aujourd'hui. Le village folklorique de Nagan permet de réaliser en une demi-journée un voyage de 600 ans au travers de la Corée. Anachronique, les animations sont très actuelles. Les friandises locales, par contre, sont plus traditionnelles. À l'écart du village, dans des maisons typiques récentes, nous découvrons ce très beau musée des arts et traditions. Le noksha, ou thé vert coréen, est fabriqué à partir de feuilles de thé qui ont été séchées pour conserver leur couleur verte. C'est l'une des boissons les plus populaires en Corée. Il est cultivé
dans ses plantations du sud de la péninsule. Nous avions bien vu quelques cerisiers en fleurs dans la région de Pusan, mais là, au sud-ouest du pays, les routes en sont complètement recouvertes. 먹여주고 입혀주니 그대로 자라나면 얼마나 좋을까만. Le temple d'Unjusa est un temple bouddhiste. Comparé à d'autres temples de la Corée du Sud, il possède une collection inhabituelle de statues de Bouddha et de pagodes en pierre. C'est pourquoi Unjusa est souvent appelé le temple mystérieux. 아이 몸 뜨거우면 어미 가슴 뜨끔하고 상처라도 날 양이면 부모 살이 먼저 아파. 금이야 복이야 보살펴서 장성하게 키웠다네. 자식들 다 Comme dans la plupart des lieux de culte, des centaines de lanternes colorées sont déployées à l'occasion de la fête des Lumières qui célèbre l'anniversaire de Bouddha. 따로 놀고 살갗조차 아프구나. 자식들 근심할까 신음조차 삼키는데 어리석은 아들, 딸들 이를 알지 못하네. 한 집에 살며 조석으로 보아도 누구 하나 부모 안색 살피는 이 없구나. 자식의 나이 Cette très imposante sépulture, dont la forme est caractéristique de la région, a été placée au sommet de la colline qui domine le temple. Naju, ancienne capitale de cette province de la côte ouest, nous héberge confortablement sur notre chemin vers le nord. Le parc des dolmens d'Awason abrite un cimetière préhistorique qui contient des centaines de mégalithes. Ces mégalithes sont des pierres tombales dressées entre le 3e et le 7e siècle avant notre ère. Ce parc est à l'occasion utilisé par des Coréens de tous âges pour une course d'orientation. Jamais en retard sur l'utilisation des technologies modernes, ils emploient pour se diriger des balises et des récepteurs radio. Les sculptures mégalithiques en pierre sont le témoignage des pratiques religieuses du peuple coréen. Le grand nombre de dolmens prouve la très forte influence du chamanisme. En remontant vers le nord, et à proximité de Jeonju, visite du temple Geumsansa, qui est un temple bouddhiste. On peut y séjourner
dans la prière et le recueillement. Une très belle promenade au milieu des arbres en fleurs permet d'atteindre le sanctuaire. Ce pavillon en bois, à 3 niveaux, a conservé son cachet d'antan. Dans le sanctuaire principal, de nombreux Bouddhas sont entourés de leurs disciples. Dans ce temple, nous sommes encore les témoins de l'enthousiasme soulevé auprès des visiteurs par les fleurs de cerisier. La Corée rejoint le Japon sur ce point. Nous sommes maintenant au centre du pays, à Jeonju, et plus précisément dans le quartier Hanok. Nous avions découvert cette ville il y a 6 ans au travers d'un séjour en chambre d'hôte traditionnelle, c'est-à-dire en couchant sur un tatami. La ville a beaucoup évolué et a développé son activité touristique. Peut-être un peu trop. De nombreux restaurants et bars sont accessibles à toute heure, ce qui n'était pas le cas lors de notre passage précédent. Comme nous avons pu le voir précédemment, le commerce du costume est florissant. Le parc Maison est situé à l'est de Jeonju. Il doit son nom au pic Maison, qui signifie oreille de cheval, évident à la vue de la forme naturelle de la montagne. Comme à de nombreux endroits, les promenades démarrent par une offre de shopping. Nous remarquons ici aussi une nouvelle enseigne commerciale. Nice to see you. Cela ne s'invente pas. Certains produits proposés le long de cette allée nous sont inconnus. Ici, de la tisane faite avec des rondelles de bois. Répète ce que tu as dit. Où ça me fout la où ça m'empêche d'aller pendant un mois.
Cet endroit est le point de départ de nombreuses balades. C'est aussi le point d'accès au temple Tapsa. Son intérêt réside principalement dans les stupas de pierre sèche qui furent construites par Yiga Pyong, qui avait reçu en rêve à l'âge de 25 ans la mission de construire ces pagodes pour aider les âmes malheureuses. Il passa le reste de sa vie, jusqu'à l'âge de 98 ans, à vivre ici et à empiler les pierres de ces 108 stupas. Ceci constitue un temple unique dans ce cadre qui ne l'est pas moins. Ces pierres, simplement empilées, ne tombent pas, malgré les vents violents qui soufflent dans ce goulet. Gwangju, ville de moyenne importance, est notre dernière étape avant Séoul, où nous retrouvons le quartier Myeongdong. Et l'hôtel Sky Park qui nous avait hébergés il y a 6 ans. Identique ou presque, le quartier est toujours animé. La jeunesse se presse pour faire du shopping dans des enseignes de plus en plus internationales. L'offre de restauration est toujours aussi abondante et nous en profitons. Sur la colline, derrière notre hôtel, la tour de Séoul. Elle était à l'origine construite pour abriter des équipements de télécommunication. Elle est devenue une véritable attraction. On a depuis son sommet une vue circulaire sur l'agglomération qui couvre près de 600 km² et abrite 10 millions d'âmes. Capitale du pays, Séoul n'est plus la capitale administrative depuis 2012. C'est Sejong, situé au centre du pays, qui a ce rôle afin de rééquilibrer les disparités existantes entre le nord et le sud du pays. Bien entendu, un téléphérique permet un accès aisé à cet endroit, qui par ailleurs est un lieu de rendez-vous des amoureux. Ils se jurent fidélité en déposant un cadenas. Ici, on est amoureux à tout âge. Séoul est une ville de palais. À l'entrée de Gyeongbokgung, nous assistons par le plus grand des hasards à une relève de la garde. Nous sommes toujours sous le charme de ces guerriers à cornes d'une autre époque.
pas si lointaine que cela. 이어서 20장 교대 의식이 2시에 거행되니 여러분께서는 팽례문 앞에 있는 관람석 한가운데서 관람해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, this is the end of the garden training session. The next 후반부는 실질적인 팽례문을 세상은 팽례문의 실기 설정과 Le palais attire toujours autant les touristes, tant coréens qu'étrangers. Nous remarquons que beaucoup d'entre eux ont revêtu un costume traditionnel. Les magasins de location sont proches de l'entrée. Les photos souvenirs et les selfies seront nombreux. Profitons de ces opportunités. À proximité immédiate, le village Hanok de Bukhaeon est une zone escarpée où sont construites des maisons traditionnelles. Ce quartier habité, tout comme celui de Jeonju, est devenu trop touristique et la quiétude de ses habitants est troublée par les visiteurs un peu trop envahissants. Dans le prolongement sud, Insadong permet entre deux visites de palais de faire un peu de shopping. Nous découvrons ce centre commercial dont l'architecture est originale. Il est construit autour d'un plan incliné en colimaçon qui permet de lécher toutes les vitrines sans avoir à monter une seule marche. Nous terminons notre tour des demeures royales avec le palais Changgyeokgung. Curieusement vide en fin d'après-midi, il est très fréquenté le matin
avec beaucoup de visiteurs costumés. Le palais Changgyeokgung fut à l'origine un palais secondaire et après les destructions japonaises de 1590, il fut reconstruit et utilisé comme palais principal jusqu'en 1872. Une bonne partie de la famille royale l'a occupé au début du XXe siècle, participant ainsi au développement du jardin secret qui fait partie du même ensemble. Se promener dans Séoul, c'est voyager dans le temps. Il faut prendre la peine de marcher pour découvrir les nombreux palais, proches les uns des autres et séparés par des quartiers très modernes et très animés, où l'on fait parfois des rencontres étonnantes. À Séoul, les Coréens pratiquent la minothérapie, qui est en plein essor. Dans le domaine animalier, les Japonais portent une attention particulière à leurs animaux de compagnie, mais d'une autre manière. Il est évident que la nature est au centre des préoccupations des Japonais et des Coréens. Ici à Séoul, la mise en valeur et la préservation de cette rivière, ainsi que la coulée verte qui l'accompagne, en est la meilleure preuve. Le pays du matin calme bouillonne en permanence. La population est assoiffée de consommation, plus encore qu'il y a 6 ans, à l'époque de notre précédente visite. La population est jeune, active et très travailleuse. Cela se voit. L'accueil et la gentillesse des Coréens contribuent au développement du tourisme qui est en plein essor. Le Japon, plus mature, cultive ses traditions dans le respect des autres et sa population est aujourd'hui un peu vieillissante. Tout n'est pas rose au pays du soleil levant, mais l'art de vivre nippon rend le pays très attachant. Frères ennemis en conflit pendant de nombreuses décennies, le Japon et la Corée avancent de concert à la conquête des marchés occidentaux. Aiguillonnés par le dragon chinois, ils sont condamnés à réussir. Autrefois copieurs, ils innovent. Ne pourrions-nous pas à notre tour les imiter ? Pour cela, il faut travailler, en éliminant ce que certains hommes politiques européens nous ont vendu comme des facteurs de progrès social.